Avec Théo, ça fait plusieurs fois qu'on devait enregistrer, mais que les occasions nous ont filé entre les doigts. Une incompatibilité d'emploi du temps en juillet, un croisé trop court en décembre qui ne nous laisse pas le temps de se poser pour discuter pleinement. Bref, mon envie d'interviewer cet athlète de la team New Balance, également accompagné aujourd'hui par Iron et Oversteams, est présente depuis plusieurs mois mais n'avait pas encore pu se concrétiser. Quand on regarde le parcours de Théo Détienne, il y a de quoi vouloir discuter avec lui. Avec un début dans le trail en 2019, couronné d'une 2e place, 4 départs pour 5 victoires en 2023, et en 2024, une victoire au Trail Alsace Grand Est malgré une pause à renifler les vignes, une 4e place au 90 du Mont Blanc sous un soleil de plomb qui ne l'a pas épargné, une 5e place au Templier après une longue partie de course aux avant-postes, et une 14e place à la Saint-Élion, l'estomac dans les chaussettes, mais quelques semaines après, une 2e place au Marathon des Sables en Jordanie, donc autrement dit pendant un grand écart en termes de température. Mais au final, avec un peu de recul maintenant, j'ai envie de dire heureusement. Heureusement qu'on n'a pas réussi à se croiser plus tôt, car le temps a permis à Théo de terminer sa saison 2024, de couper un peu sportivement, de faire le point sur cette dernière, aussi gourmande que réussie, et de se projeter dans 2025. Les envies se sont enfin alignées avec les disponibilités, et début février, Théo Détienne m'a reçu, chez lui, après une sortie de ski avec un certain François, qui règne en maître sur le Beaufortin, pour discuter de comment il s'entraîne, des courses majeures qui ont marqué son année 2024 et de ce qu'il en a appris, ainsi que de ses ambitions pour l'année à venir. Et c'est cet échange que je vous propose ici. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Mais ici, je vous propose de mettre de côté les études au profit d'un échange avec un athlète professionnel qui va surtout nous parler du terrain, Théo Détienne de la team New Balance. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cette interview possible. Suunto, c'est du matériel de pointe pour vos entraînements et vos aventures outdoor. Je suis utilisateur convaincu depuis longtemps. Et pendant que leur montre vous accompagne dans la préparation de vos objectifs sportifs, quels qu'ils soient, voyons avec Suunto comment Théo prépare les siens. Salut Théo, comment ça va ? Bah écoute, ça va super et toi ? Ça va nickel. On enregistre, on est lundi, en plein cœur de Montmélian, pas très loin du McDonald's de Montmélian. Et tu reviens du Beaufortin, t'as fait 4000 mètres ? Ouais, c'était début de semaine sur les skis, une bonne journée à 4000 pour commencer la semaine et fatiguer un peu les jambes pour le reste qui attend cette semaine. Je te remercie beaucoup de m'accorder du temps et d'accorder du temps aux auditeurs du podcast déjà pour parler un petit peu de qui tu es, comment tu t'entraînes et vers où tu te diriges en tant que trailer parce que t'es en ascension, en tout cas moi je trouve fulgurante, on va avoir le temps d'en reparler dans ce podcast. La première question que je vais te poser, si tu peux, pour peut-être te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas, qui es-tu, Théo ? Mais salut à tous, moi c'est Théo Détienne, j'ai 26 ans, je suis trailer professionnel pour le team New Balance. Ça fait tout récemment que j'ai décidé de me professionnaliser dans la discipline pour me concentrer vraiment à mon projet sportif. C'est quelque chose qui est vraiment nouveau et j'ai hâte de construire vraiment cette année et le projet autour de ça. Je me destine à des distances plutôt un peu longues. Cette année, l'objectif, ce sera l'UTMB, on en reparlera un petit peu après. Donc 170 km, ultra trail, c'est encore quelque chose qui est nouveau pour moi. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de courir des distances qui s'en rapprochent un petit peu, mais j'ai décidé de prendre le pas et de me diriger vers ces distances-là. Athlète pro, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux vivre, grâce à tes partenaires, à 100% de ta passion et de ton sport. Oui, tout à fait, ça. J'ai la chance et l'opportunité, grâce à mes partenaires, de pouvoir me dédier à ma passion, à mon sport. C'est évidemment un projet qui se mène avec un projet de construction qui vient derrière. Ils me permettent de construire tout ça et je les remercierai jamais assez. Ouais. Avant qu'on rentre dans le trailer que tu es, un petit peu comment tu t'es construit jusqu'à aujourd'hui et ce que tu as réalisé en 2024, est-ce que tu pourrais par exemple, est-ce que tu as une autre passion que le trail, quelque chose d'autre qui t'anime en dehors de la course à pied ? Au-delà de la course à pied, oui, c'est surtout la montagne. Tous les sports qui tournent autour de la montagne, donc parapente, le ski, l'alpinisme, l'escalade, la cascade de glace, un peu tout ça, tout ce qui tourne vraiment autour de la montagne. C'est ça qui t'avait amené sur le projet de PGHM, j'imagine, un des projets que t'avais nourri d'être dans la brigade de haute montagne ? Oui, tout à fait, c'est ça, c'était vraiment ce qui a nourri ce projet-là. Je m'en suis séparé de ce projet pour me dédier sur le côté sportif. Mais ouais, c'est vraiment ce qui a nourri ce projet et l'investissement que j'y ai mis. Parce que c'est quelque chose qui est très prenant, ça demande beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie et d'y croire parce que c'est pas facile. Je voudrais clôturer cette première introduction de qui tu es avant de passer aux sportifs avec des 3 petites questions que je pose à tous les invités, à tout le monde. Et je suis content parce que je regardais depuis tout à l'heure autour de toi, tu as plein de livres et une grande bibliothèque avec plein de choses dedans. La première question que je dois te poser, c'est est-ce que tu as un livre préféré, un livre qui t'a marqué à partager ?
C'est une excellente question. Je vais commencer à tricher un petit peu. Non, est-ce que j'en ai... Non, surtout, ouais, faut choisir. Non, surtout des livres de montagne, des livres d'aventure en montagne. Il y en a pas mal. T'en sortir un comme ça, là, non, je serais pas capable. Le Mais gros ouais. de Mike Horn, peut-être? Il y a des livres de Mike Horn, effectivement, qui traînent dans la bibliothèque, ouais. Ça inspire beaucoup. Ça fait partie de l'aventure et tout ce qui tourne autour de ça, de tout ça, ouais. Est-ce que t'as un film préféré? Quelque chose qui t'a marqué? Alors là, je vais vous décevoir tous. C'est que j'ai pas de télé. J'ai jamais eu de télé. Et je regarde très très peu de films. Donc non, là-dessus, je vais être déçu. Non, si, pour en sortir un, qu'est-ce que je pourrais te dire? Les Harry Potter, j'avais bien kiffé quand j'étais gamin. Mais ouais, depuis, non, je regarde plus trop. Non, c'est pas grave, c'est la première fois que j'ai cette réponse et au moins ça change, je pense. Et la dernière, ce serait un artiste ou une musique préférée? Quelque chose que t'adores écouter? Et une musique que j'aime bien, c'est Dust in the Wind. Je sais pas si tu connais, bon, on se l'écoutera après, on te la passera. Ouais, Dust in the Wind, c'est une belle musique. Pour à pied avec ou sans musique? Ça dépend les périodes. Il y a des périodes où j'aime bien courir avec de la musique, podcast. Ça dépend surtout. Pendant les séances, je privilégie la musique. Quand je vais faire des balades ou des sorties, ouais, là c'est plus des podcasts et des choses qui instruisent entre guillemets. Donc ouais, plutôt musique quand même, durant les séances. Théo, avant de venir, j'ai préparé un petit peu un portrait de toi pour essayer Très quand même studieux, de retracer un petit peu ton avancée parce que t'as pas commencé non plus hier. On entend beaucoup parler de toi dernièrement, mais tu viens pas de chausser les baskets. Je te propose de dresser ce portrait et si j'ai fait une erreur ou quoi, je te propose de le compléter par la suite. Je vais voir s'il a bien bossé. Donc t'es de la team New Balance jusqu'ici, pas de souci, c'est marqué sur ton t-shirt, mais tu as également 2 autres partenaires, Oversteam et Iron. Tu n'as pas d'entraîneur, tu t'entraînes seul et en partie avec tes études, j'imagine, de STAPS, la formation que tu as reçue en fac de sport. On va pouvoir en reparler par la suite. Aujourd'hui, tu as un UTMB index à 870, un ITRA à 879 exactement, avec tous les biais qu'il y a à ces évaluations, mais ça donne quand même une idée de ton niveau. J'ai noté, ou en tout cas ITRA a noté, une première course en 2017, 67 km et 5000, que tu finis 10e. Puis après, 2 ans, sans rien, en tout cas sans trail. Apparemment, avant de reprendre et d'enchaîner sur une première place au trail de la Drôme et une deuxième place au trail des Mathésins, format 20 km les deux. Tu cours ensuite pendant plusieurs années sur des formats entre 20 et 40 avec quelques podiums et un premier 110 km en 2020 aux Açores, si je dis pas de bêtises. J'ai le sentiment que c'est en 2023 que tu te révèles vraiment avec 5 départs en 2023 pour 4 victoires, dont le Tour des Glaciers de la Vanoise, le 70 et le trail du Nivolet-Revard, sur lequel tu es revenu l'an dernier et que tu as regagné, je crois. Tu as essuyé un seul DNF cette année-là, le 110 Nice Bay UTMB, après avoir un petit peu trop peut-être titillé Jim et Simon Gosselin. Simon qui avait parlé de ce petit moment où vous êtes chahuté dans l'épisode que les auditeurs pourront retrouver en ligne. Depuis, tu as fait premier au 115 du Trail Alsace Grand Est, 4e au 90 du Mont Blanc, 5e au Templier, 2e au Marathon des Sables Jordanie et 14e place à la Saint-Aignan, le tout en une seule année. Dernièrement, tu sembles t'aligner de plus en plus sur des formats entre 60 et 100 km avec apparemment plus de réussite sur ces derniers et mon petit doigt me dit que tu as envie d'aller encore plus loin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette carrière de sportif? T'as fait un bon résumé et j'avais totalement oublié cette course de 70 km De 2017 que tu mentionnes en 2017. Oui, en fait, je venais de me mettre au trail. C'était la période où je faisais encore du triathlon. J'ai fait 5 ans de triathlon. Quand j'ai débuté le triathlon quand je suis arrivé au lycée et j'ai commencé à courir quand je suis arrivé pour mes études supérieures à Fort-Romeu au STAPS. Et ouais, quand je me suis mis à débuter en trail, j'avais vu cette course, c'était la seule qui autorisait un départ pour les majeurs, donc 18 ans, parce que normalement en fait il y a une histoire avec la FFA que tu peux pas prendre les départs de ce genre de course à partir de 21 ans en fait. Bref. Et ouais, j'avais totalement oublié ça, donc ça me rappelle des bons souvenirs. C'était hyper dur, surtout que c'était une période où je courais pas du tout des formats longs. Ma sortie la plus longue en entraînement, ça devait faire 20 bornes, quelque chose comme ça. Donc Et là, d'un coup, 60. 60, 70, je crois que c'était 70 km. Ouais, 67 et 5000. Ouais, voilà, c'était vraiment une belle boucherie. Surtout que j'avais pas géré. Bref, on passe les détails. Non, ouais, avant ça, j'avais fait les championnats de France de course en montagne. C'était à Culose, mais ça rentre pas dans l'ITRA. Il y avait les championnats de France aussi. En fait, en 2018, je fais champion de France de course en montagne. C'était la première année où j'ai vraiment décidé de me lancer dans le trail. J'ai fait champion de France de course en montagne, c'était dans les Pyrénées à Anse-Marceau. Et à partir de là, j'ai vraiment décidé de m'y mettre et de me lancer un peu dans le projet. Donc t'as bien fait le résumé. La course qui m'a un peu révélé, je pense, c'était la Sky Race des Mathésins. Je termine 2e, derrière le Polonais Bart. Je passerai son nom. On voit qui c'est de chez... Bart Salomon. Ouais, c'est ça, tout à fait.
Et ouais, c'est un peu la course qui m'a révélé. Et au fur et à mesure, comme tu l'as bien résumé, j'augmente un peu les distances. Et cette année, envie d'aller chercher un petit peu plus loin, comme tu le disais. En termes de passé sportif, du coup, tu viens de le dire, tu viens du triathlon, ton enfance un peu sportive, et qu'est-ce que tu as fait en fait avant d'arriver au trail? J'ai commencé tout petit l'athlétisme, à l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé école d'athlétisme, course sur piste, cross, un peu classique. Quand je suis rentré au collège, j'ai commencé une section sportive athlétisme, aussi pareil que j'ai fait durant les 4 années. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai commencé le triathlon. Ok. Donc voilà, et après j'en ai fait pendant 5 ans et j'ai temporisé pour commencer le trail. C'est peut-être ta carrière, elle n'est pas encore très longue, donc peut-être que ma question va te sembler un peu bizarre, mais là déjà aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un virage dans ta carrière sportive, quelque chose qui a marqué un tournant, un changement? Moi là, de ce que je regardais déjà, je vois une année 2023 super réussie. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose là qui t'a vraiment aidé à te propulser, ou est-ce qu'il y a autre chose qui a fait un virage sportif dans ta carrière? Ce qui m'a permis d'avoir ce virage-là, c'est le fait que j'ai déménagé dans les Alpes. J'habite maintenant à côté de Chambéry. Et comme tu le disais tout à l'heure, Montmélian, et c'est ce qui a vraiment changé beaucoup de choses, notamment sur l'entraînement, la découverte des terrains de jeu qui sont ici quasiment infinis, le fait d'être plus proche des courses assez importantes et les opportunités qui se sont ouvertes au fur et à mesure. Donc ouais, ça a vraiment marqué un tournant le fait que j'ai déménagé ici, et l'année dernière encore plus avec des formats longs et beaucoup d'apprentissage, ça qui est très important. C'est marrant parce que t'étais à Font-Romeu avant. Tu trouves que le terrain de jeu est pas aussi adapté que par exemple ici pour préparer des courses de trail ou... Le terrain, il est adapté, dans les deux endroits, mais c'est quelque chose qui est vachement différent en fait. Dans les Pyrénées, c'est moins franc dans le sens où c'est difficile de trouver des montées aussi longues qu'on a là. Là, tu vois, par exemple, quand tu veux aller en ski, le facteur limitant, c'est surtout le ski l'hiver, parce qu'en fait, il y a très peu de neige dans les Pyrénées. Enfin, du côté de Font-Romeu, c'était compliqué de skier en montagne. Donc ici, ça n'a rien à voir. Si tu veux te faire une sortie à ski et te faire une montée de 1005 d'un seul coup, t'as pas besoin d'enlever les pots, remettre les pots. C'est assez simple. Techniquement, c'est beaucoup plus simple de s'entraîner, surtout l'hiver à ski. Si je te demande aujourd'hui, c'est quoi ton profil de course ou celui sur lequel tu préfères évoluer? Ça ressemble à quoi la course parfaite en termes de profil pour Théo Détienne? Eh bien, c'est assez compliqué de répondre à ça parce que j'ai la chance, entre guillemets, je sais pas si je peux dire une chance, mais je suis un coureur assez complet dans le sens où, comme j'ai fait de la piste, du cross, des courses sur route, en fait, j'ai cette capacité à courir assez vite à plat et sur les terrains peu techniques, et j'ai aussi la capacité d'être assez à l'aise en montagne et d'avoir un bon pied montagne qui permet d'être à l'aise dans les terrains techniques. Donc j'ai pas de format de course que je préfère en particulier. J'aime quand c'est technique et cassant, j'aime quand c'est assez roulant aussi, mais maintenant je me destine plus à des courses de montagne, vraiment purement montagne. Les formats comme Templier ou Saint-Élion, c'est pas ce qui t'attire le plus? Non, c'est pas ce qui m'attire le plus. C'est des courses que je vois moins comme montagneuses, entre guillemets. Quand on voit une Saint-Élion, c'est une course où il y a beaucoup de goudron, surtout sur pas mal de parties. Les Templiers, c'est une course qui courve beaucoup, même s'il y a des endroits un petit peu techniques. C'est une course de coureurs, on l'a bien vu cette année, et puis chaque année, les chronos, ils sont stratosphériques, ça court vraiment vite. Et non, maintenant, je me destine plus à des courses montagneuses. Quand je regardais en préparant cet épisode un peu ton parcours, t'as quand même eu un changement vraiment vers des formats quand même qui sont beaucoup plus longs, sur les 80 voire les 100 km. Pourquoi tu as changé sur ces formats-là? Est-ce que toi, tu t'y retrouves plus en termes de performance? Est-ce que tu aimes plus les sensations que tu vis? Est-ce que tu aimes plus la prépa? Qu'est-ce qui t'a fait changer vers ces nouveaux formats? Je m'y retrouve plus, oui, dans le sens où la préparation pour ce genre de course, ça nécessite de faire des heures en montagne, de prendre du plaisir à être dehors et à découvrir des endroits, parce que les préparations pour ce genre de courses, elles sont longues. Et c'est des formats de course où je me retrouve plus, parce que je vois ça comme quelque chose de vraiment beaucoup plus complet. Sur une course de 100 km, 100 miles, j'ai pas encore fait de 100 miles, mais sur une course de 100 km, ça nécessite de gérer beaucoup de paramètres auxquels on n'a pas à penser forcément sur un format marathon. Format marathon, l'alimentation, c'est quelque chose qui entre en compte, oui, mais qui est pas vraiment majeur. Alors que sur un ultra, si ton alimentation elle est pas calée et calibrée, et si t'as pas cette capacité d'adaptation, ça va être vraiment très compliqué. Le puzzle ou l'énigme est plus complexe à résoudre sur le format ultra que sur le format court où, effectivement, je te rejoins, si tu manges pas très bien, sur 3-4 heures de course, ça passera quoi. Ouais, tout à fait.
Je te propose quelques questions pour clôturer ce portrait sportif avant qu'on rentre un peu plus dans comment est-ce que tu t'entraînes, qui sont des questions, des réponses spontanées qui peuvent changer dans une semaine ou deux, mais là aujourd'hui c'est ce qui te vient en tête. C'est quoi aujourd'hui ta paire de chaussures préférée? Ma paire de chaussures là actuellement c'est la Hero V9. Ça tombe bien, petit coup de pub, elle sort bientôt. Mais ouais, c'est ma chaussure préférée de toute la gamme parce que c'est une chaussure qui amortit vachement. Et pour quand tu cours beaucoup, c'est important d'avoir une chaussure qui t'amortit bien. Je pense aussi que, en tout cas, la Hero répond largement à ces critères. Est-ce que tu as un aliment en course préféré? Quelque chose qui te fait plaisir de manger ou que tu emmènes régulièrement avec toi? Je vais te décevoir, je mange que des gels en course. Donc, J'adore les gels, donc t'inquiète. non, en course, ouais, c'est que des gels, je tourne qu'à ça. Je tourne aussi un petit peu avec des purées. Là, avec Oversteam, on développe des nouvelles gammes. Donc, ouais, pas de solide. Je préfère vraiment quelque chose de liquide. C'est plus simple d'assimilation et c'est moins compliqué. Est-ce que tu as un aliment en récup préféré? Quelque chose qui te fait plaisir de manger quand tu as fini une grosse séance ou une grosse course? Une pizza, une bonne pizza pour terminer la journée, ouais, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as un parcours préféré? Un endroit où tu adores aller t'entraîner? Ouais, là, juste au-dessus de chez moi, il y avait la Croix du Nivolet. J'aime beaucoup aller tourner par là-haut. Ça offre une vue magnifique sur tout le lac du Bourget, sur un peu tous les massifs environnants. On a la chance d'être un peu central avec la Chartreuse, Beldon, les Bauges, donc le coin est vraiment cool. Est-ce que ce serait ton sommet préféré? L'endroit où tu dis ça, c'est le sommet où j'adore aller et je peux y rester des heures à contempler, ou ça serait un autre, par contre, le sommet? Sommet préféré, ouais, c'est le sommet du Canigou, moi. C'est le sommet de par chez moi et c'est le sommet un peu mythique du coin. Et pareil, c'est différent d'ici parce que c'est beaucoup plus sauvage. Les accès, et pour monter là-haut, c'est beaucoup plus long en fait. Si tu veux y aller en courant d'un coup, la montée elle fait 2100. Donc c'est pas accessible non plus pour une petite sortie d'une heure. Ouais, ça cale un petit peu. Ok, aujourd'hui, un meilleur souvenir en trail. Si je te demande déjà là pour l'instant d'en garder qu'un seul, ce serait lequel? Ce serait mon arrivée au 90 du Mont Blanc l'année dernière. Voilà, souvenir de course. Mais c'était un beau souvenir parce que c'était une course vraiment compliquée. Et j'étais content d'être allé au bout. Et alors pour le coup, je suis content que tu cites celle-là parce que j'ai eu la chance d'être là, à plein d'endroits sur le parcours, à devoir passer à plein d'endroits et à te voir à l'arrivée. Et c'était une arrivée qui était vraiment, je trouve, émouvante parce que t'avais l'air au bout, quoi. T'avais l'air au bout et je t'ai croisé un moment, t'étais complètement cramé, enfin de chaleur, vraiment. Et là, t'arrives et t'es quatrième. C'était une super course. Ouais, j'étais super content de la course et t'as pu venir voir sur le parcours, mais il y a eu des endroits où j'ai vraiment eu un gros coup de chaud. Et quand je suis arrivé au ravito, je pensais pas repartir. Il y a eu un long moment où j'ai perdu pas mal de place. Je suis repassé 8e et j'ai réussi à me relancer sur les 15 derniers kilomètres pour revenir chercher la 4e place. Pied du podium, juste le 3e, il finit à peine 20 secondes. C'était Baptiste Petitjean. Ouais. Et on va reparler de cette course juste un petit peu plus tard dans l'épisode. Et dernière question, est-ce que tu as un sportif, quel que soit son sport, ou une sportive, quel que soit son sport, qui t'inspire? Ouais, il y en a. Merci. Fin de l'interview. Oui. Fin du bal. Il y a pas mal de sportifs qui sont très inspirants. En citer un plus qu'un autre, non, ce serait assez compliqué. Mais je m'intéresse à pas mal de sports, notamment les sports que j'ai pratiqués, donc l'athlétisme, le triathlon. J'aime bien beaucoup aussi les sports de combat. Mais ouais, je suis pas mal de sports. En sortir un plus qu'un autre, ce sera assez compliqué. Passionné de sport, quel que soit le sport. Théo, je te propose qu'on rentre dans cette partie sur comment tu t'entraînes. Comment tu t'entraînes toi? Et une des premières questions que je voulais te poser, ça va concerner le fait que tu n'as pas d'entraîneur. Alors, tu as un entraîneur toi-même qui est diplômé de fac de sport, donc tu as quand même quelqu'un de rigoureux qui t'accompagne toi-même. Mais pourquoi ce choix d'être arrivé à un entraînement purement tout seul? C'est un choix qui s'est fait entre guillemets malgré moi parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand je me suis mis au trail, j'ai jamais été entouré pour ça et j'ai eu cette volonté de le faire par moi-même pour pouvoir me découvrir mes limites, savoir jusqu'où je pouvais aller, et c'est quelque chose qui est pour moi important. Maintenant, j'ai expérimenté pas mal de choses, je sais ce dont je suis capable, ce dont je suis pas capable, et ça c'est vachement important, surtout de mon point de vue, pour se connaître soi-même, et c'est ça le plus important et pour la discipline. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes tout seul? Depuis que j'ai commencé, donc en 2018, donc ça fait 7 ans. Ok, donc 7 ans, ça fait quand même... imagine en tant qu'entraîneur, j'entraîne quelqu'un depuis 7 ans, tu commences à avoir une bonne connaissance de toi. C'est comme tu dis, c'est quand même largement l'essentiel. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'essentiel, et se connaître pour savoir jusqu'où on peut aller, c'est le plus important. On en parlait un petit peu juste avant, tu disais que tu étais quelqu'un qui t'entraîne beaucoup.
qui passe beaucoup de temps à l'entraînement. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu approches ce volume d'entraînement? Est-ce que tu le décortiques en volume horaire, en kilométrage, en dénivelé? Est-ce que tu le surveilles pour pas en faire trop? Comment est-ce que tu gères cette sphère de l'entraînement, le volume? Ce volume, j'y fais attention, je le décortique par phase. Et moi, je le quantifie surtout en heures d'entraînement. C'est difficile de quantifier l'entraînement en kilomètres, en dénivelé, parce que ça varie en fonction de tous les parcours, les périodes de l'année, ou quand je vais vouloir développer des spécificités, par exemple courir plus vite. Travailler cette base de vitesse-là, c'est des périodes où je vais faire moins de dénivelé positif. Il y a des périodes où je vais faire vraiment des sorties purement montagne, donc il y aura moins de kilomètres, mais il y aura beaucoup plus de dénivelé. Et au final, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est le volume horaire, auquel je fais vraiment attention sur toute l'année, mais il faut le surveiller par phase, savoir quand tu veux développer telle ou telle chose. Et voilà, moi je fonctionne comme ça. Et du coup, comment tu travailles tes intensités? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait régulièrement du travail d'intensité, du travail fractionné, des choses comme ça à haute intensité, sur home trainer? Je vois que tu en as un juste ici, à pied. Comment est-ce que tu bosses cette sphère-là de l'entraînement? Alors moi je suis assez divisé dans le sens. Il y a eu des périodes là où j'ai pas fait de fractionné pendant plus d'1 an. J'avais pas envie de faire du fractionné, juste simplement de faire des sorties et d'appuyer un peu quand il fallait appuyer. Mais non, il y a des longues périodes où j'ai fait très peu d'intensité. Et là, je m'y suis remis, j'ai retrouvé le goût. Et puis, j'ai maintenant la chance de me consacrer uniquement à ça, de faire uniquement de mon sport mon métier. Donc, j'ai la chance de pouvoir tout structurer et développer des choses que je pouvais pas développer avant avec le boulot. Quand je saute directement sur cette question, parce que j'y pense, quand t'es passé professionnel, toi, c'est quoi la plus grande chose qui a changé? T'as l'impression c'est le temps que t'as eu pour récupérer, le temps que t'as eu pour faire des séances, un peu les deux? C'était quoi le plus gros changement quand t'es passé professionnel? Le plus gros changement, c'est de pouvoir structurer ta vie et ton emploi du temps comme tu as envie. C'est surtout ça. Parce que j'avais un métier qui était très prenant, j'étais gendarme. Donc l'emploi du temps, il était très changeant, surtout à la dernière minute. Je pouvais jamais m'organiser. Et là, pouvoir planifier des choses, c'était pour moi un luxe que j'ai jamais eu. En moyenne, en général, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Les heures, c'est surtout en fonction des périodes. Hein. Là, l'hiver, je fais pas mal d'heures parce que je suis sur les skis, donc c'est quelque chose qui est moins traumatisant sur les skis en vélo. Je cours beaucoup moins en hiver. J'essaie de garder un petit peu entre 2 et 3 entraînements à pied par semaine pour garder les articulations, les tendons opérationnels et surtout avoir plus de facilité à reprendre quand ce sera la période. Mais non, ouais, en termes de volume horaire, l'hiver, je tourne entre 20 et 25 heures parce que c'est du volume qui est facile, entre guillemets. Et j'ai perdu le fil de ta question. Et combien de fois tu t'entraînais par semaine? Combien de volume Je m'entraîne horaire? tous les jours, 1 à 2 fois par jour, ça dépend. Des fois, ça va être une séance de renfo, une séance de course à pied, une séance de... Mais ouais, minimum 1 fois par jour. Ok, t'as pas de jour complètement off dans la semaine où tu dis ça c'est vraiment le repos complet et... Non, je fais jamais de jour vraiment off complet, sauf quand je suis cramé, mais c'est assez rare. Non, j'aime bien garder toujours une petite sortie, même à très faible intensité, pour pouvoir sortir et faire tourner un peu les jambes. Est-ce que t'es quelqu'un qui décharge un petit peu avec des semaines plus light régulièrement? Et si oui, comment tu le sais? Est-ce que tu te bases sur ce que tu ressens? Tu dis là, c'est une semaine où il faut que où je lève le pied? Ou est-ce que c'est structuré? Par exemple, tu sais que toutes les 3, 4, 5 semaines, tu vas lever le pied? Comme beaucoup et comme tout le monde, je pense, je fonctionne par cycle. Donc ouais, la récupération, c'est une phase extrêmement importante de l'entraînement, parce qu'en fait, c'est là où le corps va récupérer et assimiler l'entraînement qu'on a fait. C'est bien beau de faire des semaines à 20 heures, mais si derrière, t'es pas capable de récupérer, au final, ça sert à rien. Tu l'as très bien décrit, la dernière fois, j'avais regardé et donc ça permet de tourner autour de ça. Mais ouais, la récupération, c'est quelque chose qui est très important. Des jours off, totalement, j'en fais rarement, parce que j'ai toujours l'envie et besoin de faire quelque chose, même à très faible intensité, mais ça me permet, quand tu compares une journée où tu vas te faire 5 heures d'entraînement, et si le lendemain tu vas te faire 45 minutes de footing, en soi c'est du repos. Il y a des athlètes qui parlent, en tout cas dans le trail, je sais pas trop dans les autres sports, qui parlent des fois de coupures dans l'année où ils font vraiment, ils coupent quasiment 1 semaine, 2 semaines. Anne-Lise Rousset dans l'épisode, elle disait même qu'elle coupait 4 semaines ou 5 semaines, je crois, complètement la course à pied, enfin tous les sports. Est-ce que toi tu fais ça de temps en temps ou pas du tout? Parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui bosse beaucoup à l'envie et que ton envie d'être dehors, elle est très forte. Donc, est-ce que des fois tu coupes ou est-ce que jamais? Si, des phases de coupure, c'est extrêmement important, je les rejoins là-dessus.
Des jours off dans la semaine, c'est comme je te disais, c'est quelque chose que je fais pas trop. Mais ouais, des périodes de coupure, c'est vraiment important, surtout pour se libérer l'esprit, revenir avec de l'envie et que le corps il soit capable de comprendre qu'il y a des périodes vraiment de repos où il peut se régénérer. Donc ouais, même au cours de la saison, moi là cette année, je vais faire plusieurs courses avant de préparer l'UTMB. Et après le 90 km du Mont Blanc, j'ai prévu de me faire une semaine totalement off où je pense que je mettrai pas les baskets et je ferai autre chose. J'ai déjà prévu d'autres trucs avec les copains et on fera d'autres choses pour penser à autre chose et pouvoir revenir avec encore plus d'envie et de la fraîcheur mentale surtout. Tu viens de parler de fraîcheur mentale, ça me fait penser à une question que je voulais aborder avec toi. Est-ce que pour l'instant, les compétitions que tu as réalisées, les 7 ans de trail, c'est à peu près ça, ce qu'on a dit, à peu près 7 ans de trail, est-ce que tu as ressenti le besoin à un moment de discuter avec quelqu'un qui fait de la prépa mentale, avoir un préparateur mental qui t'accompagne, ou pour l'instant, c'est pas une sphère sur laquelle tu as ressenti le besoin? C'est quelque chose c'est un point sur lequel j'ai déjà commencé à travailler l'année dernière. Et je me fais accompagner avec Clément Méraud, qui lui réside à côté d'Annecy. C'est un préparateur mental et c'est quelque chose que j'ai commencé à explorer car pour moi c'est vraiment important. Ça permet de structurer pas mal de paramètres auxquels je pensais pas trop avant. Et en fait, en travaillant là-dedans et autour de tous ces points, tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de choses à travailler et de paramètres pour améliorer, venir chercher des pourcentages. Mais c'est surtout le fait de se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête. En fait, la tête, c'est vraiment un moteur, surtout en ultra. Si t'as pas l'envie d'aller courir 20 heures et d'aller t'entraîner au quotidien, de te faire des sorties de 5 heures, 6 heures, si t'as pas l'envie et que tu prends pas de plaisir à ça, ça pourra pas marcher. Pour l'instant, toi, dans ton approche des courses, ça a jamais été quelque chose de trop stressant? Tu les appréhendes pas spécialement? T'arrives toujours plutôt serein aux événements sportifs? J'arrive plutôt serein ou non en fonction de comment j'ai réussi à m'entraîner. Il y a des courses où j'arrivais moins serein que d'autres parce que je savais que je m'étais pas bien entraîné parce que j'avais un boulot qui était prenant, comme tout le monde, hein, voilà. Mais oui, il y a des courses auxquelles j'arrivais moins serein que d'autres, mais c'est normal. Mais quand j'arrive sur une course et je sais que je me suis entraîné et que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour et que je pense avoir mis en œuvre tout ce que je pouvais au maximum, j'ai pas de raison de m'inquiéter et le reste, ça fait partie de la course, c'est la course d'un jour. Les gens me répondent pas. Dans tous les cas, il y en aura d'autres. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais dans le sens, j'ai envie de garder cet esprit je fais de la course à pied pour mon plaisir. J'ai envie de prendre du plaisir quand je vais courir. Et on dit un peu que je suis un coureur au panache et qui fait un peu des départs. Enfin, je pars vite. Je suis un peu ce genre de coureur qu'on retrouve pas beaucoup. Mais j'aime courir à l'envie et c'est ça qui me fait kiffer. J'ai envie de pouvoir me dire, dans cette bosse, je vais accélérer. Peut-être que je vais le payer plus tard. Mais j'ai envie de faire les courses de l'avant et de me régaler. Tu as cité, depuis le début, je crois qu'on a cité 3 sports que tu pratiques: course à pied, vélo, ski de rando. Est-ce que tu pratiques d'autres sports? Et ma question, c'était pourquoi est-ce que tu pratiques ces sports croisés? Est-ce que c'est parce que tu considères que c'est important de couper avec la course à pied? Est-ce que c'est parce que juste t'aimes et du coup tu pratiques ces sports en plus? Je grimpe aussi, je fais pas mal d'escalade. C'est un sport qui est vachement complet, ça permet de travailler le renfort notamment, surtout parce que j'aime ça. Ouais, aller grimper dehors l'été au soleil, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Et de temps en temps, je vais à la piscine nager, mais ça reste assez rare. Quand je faisais du triathlon, ça m'avait un peu dégoûté de compter des carreaux dans un bassin. Pas de muscu en salle? Si, je t'en ai même pas parlé, ouais, si. Tu vas pousser? Ouais, je vais pousser surtout pour le triceps. C'est ce que je vais dire, pas que le triceps, tu pousses les quads aussi? Non, ouais, je fais du travail de renfort haut du corps, bas du corps, pour être assez complet et pouvoir transférer les forces. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est pratiqué par tout le monde dans le milieu de l'ultra et du trail, la muscu. Il y a même des fois où c'est presque vu comme c'est rédhibitoire, je vais pas aller dans une salle parce que c'est chiant. Alors que moi je trouve qu'il y a plein de choses super qualitatives et super intéressantes à travailler. Donc j'étais intéressé par soulever ce point avec toi parce qu'il me semblait effectivement que tu faisais un peu de salle. Est-ce que tu utilises des outils pour suivre ta forme, par exemple? Est-ce que tu fais de temps en temps ou à l'année des mesures de variabilité de fréquence cardiaque? Est-ce que tu as un petit questionnaire ou est-ce que, comme tu t'auto-entraînes, toi, c'est purement les sensations quand tu travailles, tu vas dire, oula, non, aujourd'hui, je vais lever le pied? C'est surtout du ressenti. Je prends pas de mesures au quotidien parce que j'ai pas envie. Déjà, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. J'y viendrai peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose dont j'ai envie. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, entre guillemets, tu biperas ça au montage, mais. Ou pas. Non, oui, pour l'instant, c'est pas quelque chose dont j'ai envie, je le fais assez naturellement et au ressenti. J'ai la chance d'avoir acquéri assez d'expérience pour l'instant et pour pouvoir jauger tout ça. En écoutant ta réponse, je regardais tes poignets
T'as pas de montre au poignet? Ça veut dire que t'en utilises pas une au quotidien, tu la gardes pas tout le temps avec toi et tout, c'est quelque chose peut-être même pas à l'effort, ou aussi? Si, ma montre, je la prends uniquement à l'effort. Je l'ai jamais au repos parce que j'aime pas. Est-ce que ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas, non, non, non. Pour récupérer et me sentir bien au quotidien, j'ai d'autres facteurs que je regarde. Enfin, non. Il y a d'autres choses que je regarde, surtout le ressenti. Je suis désolé, je continue à creuser ce point-là parce que c'est presque surprenant. Aujourd'hui, tout le monde a une montre, tu sais, sa montre connectée, tu regardes plein de choses, etc. Et il y a des points positifs et des points négatifs. Est-ce que toi, c'est du coup, tu utilises. Quand tu es en course, tu vas surveiller des choses. Par exemple, tu surveilles ta fréquence cardiaque, tu as une ceinture de FC pendant que tu fais ta course. Non, tu juste as le chrono. J'ai juste le chrono. Ouais, c'est la seule chose dont j'ai besoin. En fait, j'ai tendance à penser que si je me focalise sur la fréquence cardiaque, sur des paramètres, maintenant on en voit qui courent avec les capteurs de glycémie, c'est des choses, il y en a qui se sentent de le faire, tant mieux pour eux. S'ils savent l'utiliser et si dans la tête ils arrivent à courir correctement, c'est très bien pour eux. Moi, c'est quelque chose dont j'ai pas envie. J'ai envie de courir de manière assez naturelle et de faire la course pour faire la course, en fait. J'ai envie de me concentrer sur moi, sur ce que je fais, sur les autres aussi, parce que j'aime faire la course, comme je t'ai dit, pour faire la course, donc j'en tiens compte, évidemment. Mais non, je cours pas à l'AFC, je cours pas à la glycémie, je cours vraiment à la sensation. Et pour l'instant, 4e au marathon du Haut, 90 du Mont Blanc, 5e au Templier. Donc ça a l'air de plutôt bien se passer quand même. Et si je prends que des derniers résultats, ça a l'air de quand même plutôt bien se passer. Cette approche, c'est pas comme quoi ça peut marcher, même sans toutes ces datas. J'allais te poser la question, comment est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, vie sportive? Mais j'imagine que c'est ton arrivée dans un team professionnel qui t'a aidé à trouver cet équilibre. Ouais, ça m'a vraiment permis de garder cet équilibre. L'équilibre, j'ai toujours eu envie de le garder. Enfin, j'ai une envie, mais c'est la volonté, parce que c'est très important pour moi de savoir différencier les mondes, entre guillemets, sur toutes ces sphères que tu décris. Et ouais, me professionnaliser, ça m'a permis d'améliorer encore ça, un petit peu. Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier? Ou est-ce que juste tu manges de tout? Je mange de tout, ouais, vraiment pas Tout ce compliqué. qui passe. Je suis allergique à rien, j'aime tout et je mange de tout. Tu as eu une année 2024 bien remplie en termes de courses, avec beaucoup de départs, mais 2023 également. Mais sauf que cette année, par rapport à 2023, tu es quand même sur des formats un peu plus longs, où on peut se dire que les courses, et des courses un peu plus demandantes peut-être aussi. Quand tu t'alignes sur un 90 du Mont Blanc, en termes d'intensité, quand tu joues aux avant-postes, c'est peut-être pas pareil que le trail de la Drôme, en termes d'intensité et de prise. Pourquoi est-ce que tu prends autant de départs? Est-ce que c'est parce que toi t'aimes ça? Est-ce que parce que tu considères qu'aujourd'hui ça te forge dans ta carrière de sportif? Comment t'approches en fait ces courses? Il y avait des courses, des saisons en 2023 où j'ai fait pas mal de courses, mais il y a des courses que je vois comme des courses d'entraînement et sur lesquelles je mise vraiment aucun résultat, aucune pression mentale et auxquelles j'accorde entre guillemets peu d'importance. Comparé à d'autres, à 90 km du Mont Blanc, c'est un objectif, j'y vais avec des attentes et forcément il y a plus d'engagement sur tous les points qu'on va demander. Mais là, la saison, cette année, je vais faire donc le marathon de Londres fin avril, le 60 km à la maxi, qui sera une course de reprise et d'entraînement. Donc au final, ça compte comme une course dans le calendrier, mais c'est une course qui va débuter ma saison et sur laquelle j'aurai pas des grosses attentes. Alors qu'un 90 km du Mont Blanc, là, j'aurai des belles attentes et évidemment l'UTMB encore plus. Dernière question de cette partie sur comment est-ce que tu t'entraînes. Est-ce que ta culture STAPS t'a donné un attrait ou t'as gardé un attrait pour qu'est-ce qui se fait dans les sciences du sport pour changer ou améliorer ou peaufiner ta façon de t'entraîner? Ou est-ce que t'es comme tes datas, t'es déconnecté de tout ça parce que ça t'intéresse mais pas pour ton entraînement? Non, je suis toujours resté vachement accroché à toute la science du sport, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de choses à explorer, notamment pour la discipline du trail, parce qu'il y a très très peu d'études, parce que c'est compliqué, notamment à cause du terrain, entre guillemets. On est sur un terrain qui est totalement changeant tout le temps. Donc, on n'est pas comme sur un sport comme la course sur route, le vélo ou l'athlétisme, où tout est normalisé. Là, on est en montagne, on est dans un environnement naturel, il y a beaucoup de choses qui changent. La météo, les bosses, le terrain, s'il y a de la boue, s'il y a de la neige, si c'est sec. Et c'est très difficile de tout quantifier. Je m'y intéresse. Et il y a beaucoup de choses nouvelles qui se font, surtout en ce moment. On voit, maintenant, il y a les entraînements avec la fréquence cardiaque, avec les prises de glycémie, avec les prises de lactate. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais c'est des choses qui, dans d'autres sports comme l'athlétisme, le triathlon ou le cyclisme, ça se fait depuis 15-20 ans. Donc en fait, on n'invente rien du tout. Et juste, on s'appuie et on recopie, entre guillemets, ce qui se fait déjà ailleurs. Ça me fait penser à un commentaire que j'ai eu il y a pas longtemps, mais je trouve super pertinent ce que tu viens de dire. Quelqu'un qui me dit « Ah, mais les gels glucose-fructose ou maltodextrine-fructose, c'est nouveau
Moi, je dis, je pense que les cyclistes, ils ont ça depuis 20 ans à peu près. C'est juste que nous, dans le trail, on le découvre parce qu'on est au saucisson tuc au ravito. C'est un peu ça, ouais. En fait, ça existe depuis super longtemps, quoi. Non, oui, en fait, faut le voir que les sports d'endurance les plus évolués, moi, je le vois comme ça. En fait, t'as le cyclisme, ensuite t'as le triathlon, ensuite t'as la course sur route, et après t'as le trail, en fait. C'est pas péjoratif, encore une fois, mais on est dans un sport et dans un esprit sportif qui est pas du tout celui qu'on retrouve dans des sports comme le triathlon, le cyclisme et la course sur route. Parce qu'on est plus attaché à des choses qui sont moins matérialistes, entre guillemets, que ça. Ouais. Et je sais plus quel sportif disait récemment que quand il voyait... Alors, il l'a pas pratiqué, donc je veux pas commenter ni si c'est bien ou pas, mais il disait quand je vois sur un UTMB un coureur qui arrive, qui change de chaussures au ravito et qui repart, il disait, moi, c'est de l'amateurisme, ça, sur un 100K sur route, on le fait pas. Non, ouais, cette vidéo, je l'ai vu passer, c'était la vidéo de Guillaume Ruel. Et je lui ai envoyé par message privé parce qu'on échange de temps en temps. Je lui ai envoyé cette vidéo et je lui ai dit que j'étais, quand il parlait d'amateurisme dans le trail, même dans le trail de niveau, c'est quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord avec lui. On est dans un sport qui est certes avec des professionnels, mais on est très très loin de ce qui se pratique dans les autres sports comme le cyclisme, la course sur route, le triathlon. On est à des années-lumière encore de ça et on a énormément de retard. Donc sa vidéo, elle a fait pas mal polémique. J'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'il a entièrement raison. Mais ça, encore, les gens ne le voient pas parce qu'il y a encore cette barrière, et qui est dommage, à mon sens, entre coureurs qui se qualifient en tant qu'élite et des coureurs plus du peloton. Et ils ont tendance à penser qu'il y a vraiment une ligne qui scinde des deux, alors que c'est pas du tout ça. Et au final, il y a beaucoup de coureurs, même élites, entre guillemets, qui ont un mode de vie totalement banal et sans amélioration de plein de points. Ouais, je pense que la conclusion de cet échange, sur lequel je suis 100% d'accord avec toi, moi, cette vidéo, elle m'a pas choqué, j'étais assez... mais c'est comme si on dit, bah, les coureurs, ils ont des t-shirts larges en athlétisme, on n'a jamais ça. Bah ouais, dans quelques années, peut-être qu'on se dira, bah, en fait, c'est con d'avoir un t-shirt qui frotte au vent si je veux faire une super perf, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais la conclusion pour moi, c'était juste que en fait, c'est une pratique qui évolue. Le trail, c'est pas très vieux, et c'est une pratique qui est un peu jeune, qui évolue, et puis qui va s'améliorer avec le temps. Comme toutes les autres, elles ont mis du temps à progresser, bah ça va s'améliorer dans le trail petit à petit au fil des années, quoi. Comme tu dis, ouais, c'est une discipline qui évolue, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent, mais je pense que pour moi, à mon sens, le plus important, c'est de garder cette essence du sport qu'on a. L'esprit trail, comme on dit, on en parle, on le caractérise, chacun le définit un peu à sa manière, mais c'est quelque chose qu'il faut garder et pas uniquement se centraliser sur des datas, sur des choses qu'on peut améliorer. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra toujours améliorer parce que dans tous les cas, on est dans une discipline où il y a très peu d'études scientifiques qui sont très difficiles à mener. Ça demande des moyens, ça demande de l'investissement de temps, d'énergie, de beaucoup de choses. Et surtout, de trouver les personnes nécessaires, les terrains. C'est quelque chose qui est très compliqué. Il y aura toujours plein de points à améliorer. On est dans un sport qui évolue d'année en année. Il y a des nouvelles choses qui arrivent encore chaque année. Donc, on verra ce que ça nous réserve. Bah, écoute, merci pour cet échange qui n'était pas prévu, mais sur lequel je suis 100% aligné. Merci à toi. Théo, je te propose qu'on passe à la dernière partie de cet échange, en revenant un petit peu sur ta saison 2024 qui a été mouvementée. Mais avant, je te propose de te plier au jeu que tous les invités sont obligés de faire, le jeu du tu préfères. Allez. Tu connais le principe du tu préfères ? Tu me l'as expliqué tout à l'heure, donc ouais. Okay. Très simple, 2 choix, et tu choisis celui qui te vient le plus spontanément. D'habitude, j'en prépare des vraiment difficiles. Toi, je t'en ai plutôt préparé une petite liste. T'as été sympa. Mais facile. Ouais, bon, ça va. Qu'est-ce que tu préfères ? Tu dois en choisir un. Triceps brachial ou triceps sural ? Sural. Ah, ok, ça marche. Pourtant, tu montres plus souvent le brachial, mais très bien. Ouais, mais l'intérêt, c'est pour pousser sur les bâtons de ski, c'est plus intéressant. Ok. Galette sarrasin ou galette Saint-Élion ? Je préfère la sarrasin quand même. Ok. Départ à 2,50 au kilomètre ou arrivée au sprint ? 2,50 au kilomètre pour les pas. Ok, tant pis, t'arriveras tranquille. Ouais, j'arriverai en marchant, c'est pas grave. Ok. Ibuprofène ou Nurofen ? Ibuprofène. Ok, team ibuprofène. Je l'ai pas vu floquer sur ton sac, mais ça va pas tarder. Non, ça va pas tarder d'arriver. Ouais. 90 du Mont Blanc ou Templier ? 90 du Mont Blanc. Ok. UTMB ou Golden Trail World Series ? UTMB. Les genoux dans le gif ou son concurrent direct sur Instagram, humour décalé de trailer normand ? Les genoux dans le gif. Ok, bisous à Robin. Indétrônable, désolé. Bisous à Robin, qui j'espère nous écoute. On pense à toi. Et d'ailleurs, je suis obligé de le dire, mais t'as la collection complète de points de côté, si je dis pas de bêtises. Je les ai tous, ils sont... Il en manque aucun. Ouais, non, aucun. On aurait pu en afficher un quand même en fond. On peut s'en sortir un. Pour faire semblant. Il est Tiens, regarde, le premier qui me vient à la main, on peut le sortir. Robin sera content. Voilà. Avec la cheville en plâtre. Moi, je les ai utilisés parce que j'avais une table à caler.
Une table, une chaise, c'est vrai que ça calme bien les meubles aussi, faut y penser. Qui bougeait. Théo, pour cette partie où je voulais revenir avec toi sur tes courses de 2024, je t'ai préparé une casquette avec des petits papiers à piocher. Sur les papiers, il y a des emojis imprimés qui sont censés te rappeler une course. Ce que je te propose, c'est que tu pioches au hasard chacun de ces papiers, tu devines la course à laquelle ça fait référence. Et ça doit faire référence forcément. Ça fait référence à une course. Mais c'est celle que moi je choisis. Normalement, il n'y a aucun doute. Normalement, il n'y a pas trop de doute sur à quelle course ça fera référence. Tu ne devrais pas te tromper. Ok. Et que tu nous en parles un peu en termes de préparation, de ce que tu as vécu avec cette course. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui me fait rajouter cette question. Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Tu as dit récemment que tu apprenais de ce que tu faisais sur les courses, de ce que tu vivais. Et ben, j'aimerais que tu nous replaces ces 4 courses. Je peux pousser celui que je veux. Vas-y, je te laisse commencer. Allez, le premier. Bah celui-là est extrêmement facile. Je vous montre les deux emojis. Ouais, l'emoji vomito et l'emoji froid. Ouais, ça c'est vraiment totalement la Saint-Élion. Je peux le dire sans très très facilement. Qu'est-ce que tu allais faire sur cette course? C'est une excellente question. Non, la Saint-Élion, c'est une course qui est vraiment mythique, qu'il faut vraiment faire et qui fait partie des classiques. C'est la doyenne. Il y a une superbe ambiance. J'étais vraiment étonné. J'étais venu il y a 2 ans, mais je m'étais tordu la cheville. J'avais dû abandonner au 40e. Donc, j'en gardais vraiment pas du tout des bons souvenirs. Là, je voulais venir pour vraiment finir. C'était la course de fin de saison. Je savais que j'arriverais pas vraiment en forme. Donc, je voulais profiter de l'ambiance. Il y a beaucoup de monde sur le bord des sentiers, même si on pense que c'est la nuit qu'il y a personne. Il y a des parties où il y a personne, ouais, mais il y a plein d'endroits où il y a des fan zones. En fait, les gens dans les villages se motivent de fou. Ils font des feux, ils mettent de la musique, ils mettent des enceintes, ils mettent des lumières. C'est vraiment incroyable. Au départ, à l'arrivée et sur tout le long du parcours, il y avait une belle ambiance. Puis c'est une atmosphère qui est particulière. C'est la doyenne, elle est faite, je l'ai terminée. Est-ce que j'y retournerai? La réponse est non. En tout cas, pas avant de nombreuses années. Ouais, il va me falloir quelques années pour digérer celle-là. Ce que vient de dire Théo, là, c'est une réalité. Si vous avez déjà couru la Saint-Élion ou une autre course dans le froid, les basses températures ne pardonnent pas. Et ça me fait penser à un partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux, Wise. Wise, c'est une marque créée par des passionnés de trail, d'ultra et de montagne au sens large, pour celles et ceux qui partagent les mêmes passions. Et pour maximiser le temps passé dehors, quelle que soit la météo, ils ont récemment développé la Thermal Shell. Fabriquée chez leur partenaire Petratex, elle est pensée pour courir par des températures entre moins 10 et 5 degrés grâce, par exemple, à des empiècements en laine de mérinos et d'autres coupe-vents, tout en restant respirante grâce à des zones plus aérées choisies stratégiquement. C'est typiquement la veste que j'aurais aimé avoir en 2022 quand j'ai abandonné sur cette course complètement gelée à Sainte-Catherine. Donc je vous invite à la découvrir sur le site de Wise, le lien est en description de l'épisode, et maintenant je vous propose de revenir à la Saint-Élion 2024 de Théo. Est-ce que tu as réussi à la préparer comme tu voulais, ou est-ce que tu es vraiment allé, je vais pas dire les mains dans les poches, mais vraiment y aller, je prends juste un dossard et j'y vais? Je suis pas venu les mains dans les poches, non, ce serait mentir, je m'étais quand même préparé, mais c'était fin de saison, j'étais fatigué, surtout que j'avais fait le marathon des sables 3 semaines avant. Donc tu finis deuxième. Ouais, voilà, je termine deuxième au marathon des sables, c'était 3 semaines avant, et le cap, entre les deux marathons des sables, il faisait 35-40 degrés. Là, je suis repassé ici en Savoie où il faisait vraiment froid. L'adaptation, je l'ai pas hyper bien faite, puis c'est une course qui est difficile, la Saint-Élion, parce que ça court tout le temps. Il y a pas une seule fois où on marche, quand tu veux jouer devant, tu peux pas marcher en fait parce que ça va vraiment très très vite. Je crois que sur les 20 premiers mois, que je me suis arrêté vomir là, au 26e parce que le froid il m'avait fait un peu mal au bide. Et c'est difficile de courir comme ça, mais ouais, jusqu'au 26e kilomètre, je crois que la vitesse ajustée à la pente moyenne, je crois qu'on était à 3,20. Donc ça va vraiment vite pour un 80 km. J'en parlais avec un pote à moi qui courait, il me disait, c'était un relayeur. Il me disait, mais ça c'est votre allure sur 80. Je fais, bah ouais, j'irai peut-être pas au bout, mais ouais. Sur le papier, c'est comme ça, ouais. Il y a que Thomas Cardin qui respire par le nez à 3,20. Il y a que Thomas Cardin, ouais, qui a survolé la course. Ça c'est vraiment des courses pour lui. Il l'a prouvé. Il a fait une saison totalement pleine. Avec les championnats d'Europe, les Templiers, la Saint-Élion. Il a bien plié toutes ces courses-là assez facilement parce qu'il paraît vraiment très facile. Il est impressionnant, il a très bien couru. C'est des courses qui sont pour lui, ça court vite. C'est un très bon coureur et voilà. Est-ce que cette Saint-Élion, malgré tout, elle t'a appris quelque chose, à part le fait que tu veux pas y retourner? Est-ce que elle t'a appris quelque chose où tu te dis, bah ça maintenant, je sais que je referai plus cette erreur ou que je construirai une course différemment? Ouais, au niveau de l'alimentation, il y a quelques petits paramètres que je pourrais améliorer, même si j'ai fait vraiment à 95% pareil que sur toutes mes autres courses. J'ai pas changé grand chose, mais j'aurais dû adapter plus avec le froid. Je m'attendais pas, parce qu'en fait pendant la course j'avais pas du tout froid.
J'avais même chaud, mais il faisait quand même -1 ou -2 degrés, donc le corps, il supporte difficilement. Ok, je te propose qu'on passe à la course suivante. Suivant. Allez. Normalement, c'est censé être facile. Oui. Ah, et un aigle et un bouclier. Là, ça fait référence aux Templiers. Facile aussi. Non, ouais, mais les Templiers, il y avait. Qu'est-ce que je dois dire par Pourquoi rapport à t'y ça? allais? Pourquoi j'y suis allé? Non, ben pareil, c'est une course qui est vraiment mythique. Moi, elle me faisait vraiment rêver depuis un paquet d'années. Quand j'ai commencé le trail et ça de suite, en fait, ça fait partie des courses mythiques où t'en entends parler tous les ans. Ça fait partie, même l'atmosphère un peu mythique Templier. Tu vois, au départ, cette année, c'était la combienième édition? Je sais plus. 70e édition. On a eu droit à un très beau poème d'un des gars de l'organisation au niveau du départ. C'était vraiment magnifique, ils font les choses en grand. Il y a une organisation qui est vraiment super. La course est super belle, le parcours est très beau ici. On a eu de la chance, un lever de soleil magnifique. J'ai eu de la chance de m'offrir ce moment. J'étais seul en tête de course, lever de soleil, mer de nuages. C'était incroyable, je me suis fait kiffer. Ouais. J'ai une vidéo de toi, justement à ce moment-là, c'était juste après le deuxième ravito, si je dis pas de bêtises, où tu cours au lever de soleil en plein dans la plaine, lumière orange avec mer de nuages, et j'ai une vidéo drone de toi, mais de toi et de Thomas un peu plus tard. C'était incroyable ce moment de la course. Ouais, je me rappelle t'avoir croisé d'ailleurs. Ouais. C'est à ce moment dans une petite descente, mais c'était juste incroyable. On a eu des conditions super. Il faisait quand même assez frais le matin, mais quand on courait, on le ressentait pas du tout. Mais ouais, ce lever de soleil, cette mer de nuages et vue sur le viaduc, sur toutes les côtes, c'était incroyable. Comment tu t'étais préparé à cette course en termes d'entraînement un petit peu? Qu'est-ce que tu avais mis au centre de ta prépa, si tu t'en souviens? Ouais, c'était une course sur laquelle j'avais quand même pas mal d'attentes, parce que je savais que j'avais un plutôt bon profil pour réussir sur ce genre de parcours. Et je l'avais préparé en courant beaucoup, c'est ce qui m'avait dénoté. Par rapport au début de saison où j'ai fait des courses plus montagne. Et là, il fallait vraiment mettre l'accent sur la course à pied et purement courir, parce qu'il y a très peu de montées, à part les dernières qu'on marche. Le reste, ça se fait tout en courant. Donc non, j'avais réussi à bien la préparer en faisant des bonnes séances dans le coin. J'ai la chance d'avoir des terrains assez propices pour ça. Ok. Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris? Est-ce qu'il y a quelque chose de phare que tu as retenu comme message de cette 5e place sur les Templiers qui, au final, est impressionnant? On sait que c'est une course super relevée. Ouais, moi je suis super content du résultat. Je m'attendais peut-être pas forcément à ça, mais surtout sur la fin de course, j'ai réussi à bien revenir sur les gars qui étaient juste devant. Le 4e, il finit à une 20-30 secondes, quelque chose comme ça. Et le 3e, pareil, il finit à 1 minute 20. En fait, on était vraiment très très groupés. Et je pensais que jusqu'à la fin, j'allais réussir à les reprendre. Bon, ça s'est pas fait, c'est le jeu. Mais ouais, non, j'ai réussi à apprendre que même sur les fins de course, j'étais capable de pouvoir revenir après des longs passages à vide, parce que là j'ai eu une grosse hypo qui a duré 1 heure et demie à peu près, quelque chose d'assez long et violent, fallait y croire. Ouais. Ok, je te propose qu'on passe à la course suivante. Mais celle-là elle est facile. Tu l'as ou pas celle-là? Ah ouais, je l'ai, grappe de raisin et le petit verre de vin. Là on est sur la course Alsace Grand Est by UTMB. Ça c'était une des courses phares de ce début de saison. J'étais super content. Pareil, qu'est-ce que je te raconter un peu les souvenirs? Si tu veux, on commence par pourquoi t'y allais? Qu'est-ce que t'es allé chercher là-bas? J'y suis allé pour chercher avant tout une place de qualif pour les finales de 2025, du coup de cette année. Que t'as obtenu? Que j'ai obtenu, ouais. Donc j'ai gagné le format 100K. La course, elle faisait un peu moins de 120 km. J'y étais allé donc pour chercher cette place de qualif et surtout avec l'envie de finir cette course. J'avais terminé l'année passée sur la course de Nice by UTMB, sur le 100K où j'avais abandonné, dont tu as parlé tout à l'heure. Et au final, je m'étais vraiment brûlé les ailes sur cette course-là. J'avais appris beaucoup de choses et j'avais la volonté de terminer la course parce que je me suis rendu compte qu'en fait, un ultra, t'as beau être entraîné, le terminer et le faire dans la performance dont tu as envie, disons, de courir bien, c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a plein de facteurs à gérer. Et je me suis rendu compte qu'au final, c'était vraiment compliqué de tout aligner. Et non, c'est une course qui est surtout magnifique. J'avais vraiment pris beaucoup de plaisir là-bas, hein, une ambiance aussi vraiment de dingue. Les gens sur le parcours étaient à fond. Et c'est une course qui est différente de ce que j'ai l'habitude de faire, parce qu'au final, tu es sur des terrains plus vallonnés. C'est moins montagneux que ce qu'on a dans les Alpes ici. Mais les sentiers sont super beaux, on passait par plein de châteaux, tu passes au milieu des vignes, pareil, c'était vraiment... Magnifique photo de toi qui renifle des vignes. Ouais, voilà, le côté grappe de raisin, c'est que sur la fin de la course, je savais que j'avais pas mal d'avance sur le second et je me suis permis de m'arrêter dans les vignes pour faire une petite photo avec un photographe qui traînait sur le côté, mais ouais, c'était bien marrant. Et parcours assez particulier au milieu des vignes, t'as l'impression de faire la course des vendanges en fait. Et puis un beau coucher de soleil aussi à la fin, c'était beau.
Comment tu l'avais préparé cette course en termes d'entraînement? Est-ce que tu te souviens de choses que tu avais mis au centre de ta prépa? Ouais, j'avais pris quelques conseils avec les locaux, notamment Seb Speller, qui lui habite pas très loin, il connaît très bien le parcours. Il m'avait dit que c'était une course qui allait vraiment vite, où il fallait beaucoup courir. Et même sur cette course, je crois que j'ai dû marcher à peine 10 minutes cumulées sur toute la course, dans quelques petites boss raids, mais tout le reste s'est fait en courant. Donc j'ai vraiment accentué la prépa sur ça, courir surtout en montée pas très raide, parce que c'est jamais très raide, et être capable d'habituer le corps à courir tout le temps. Qu'est-ce que tu en as gardé comme expérience? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué où tu t'es dit, voilà ce que je retire de cette course-là? Ce que j'ai retiré, c'est surtout que j'étais capable de courir ce genre de distance. T'avais des doutes avant? J'avais des doutes d'être capable de le faire au niveau auquel je m'attendais. Parce qu'il y a toujours des attentes de résultats, enfin, de moi-même, dans le sens où j'ai envie de courir à un certain niveau, de me faire plaisir. Et j'ai réussi à le faire, j'étais content de moi. Et je me suis rendu compte qu'au final, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. Ok, super clair. Je te propose de piocher encore une fois. C'est le dernier? Et ouais, ça va être c'est quasiment le dernier. Regarde, il y en a un qui a apparu. Ah oui. Mais celui-là, je l'ai gardé pour la fin. Ah oui, soleil, coup de chaud. Enfin là, on est carrément dans le 90 du Mont Blanc. Qu'est-ce que tu es allé chercher sur ce 90 du Mont Blanc? Je suis allé chercher ce parcours montagne et cette course qui est vraiment mythique. 90 du Mont Blanc, c'est une course qui, moi, me faisait aussi rêver, comme toutes ces courses que j'ai faites cette année. Mais c'est une course dans la vallée de Chamonix, une course à Chamonix, c'est toujours particulier. Tout est un peu démultiplié là-bas, l'ambiance, le monde, le niveau, tout est poussé à son maximum. On a eu des super belles conditions, pareil, un lever de soleil incroyable, du Brévent sur tout le long du sentier, sur tout le sentier qui c'est Grand Balcon Sud. Ouais, Grand Balcon Sud, on a eu des conditions incroyables, il faisait vraiment chaud, ouais, j'ai chopé un gros coup de chaud. J'y allais chercher là-bas l'adversité et de voir ce que j'étais capable de faire plus dans l'adversité avec des gars vraiment très forts. Au final, sur le 100K UTMB en Alsace dont on parlait juste avant, j'ai couru quasiment tout le temps tout seul, sauf j'ai couru j'ai été accompagné jusqu'au 40e, mais après j'ai tout couru tout seul. Là, c'était une course vraiment beaucoup plus relevée, il y avait de la densité au 90 du Mont Blanc. Du coup, fallait être prêt à pas mal d'éventualités, entre guillemets. C'est une course qui est longue, mais j'ai beaucoup appris aussi sur ça. Notamment ce coup de chaud où à un moment, je suis arrivé à un ravito et je pensais jamais que je pouvais repartir. Et au final, j'ai réussi à me relancer sur la fin de course. C'était assez inattendu. Ouais, je me souviens, déjà en termes de plateau, c'était une des éditions les plus relevées parce que ça s'est bagarré vraiment longtemps. Et je me souviens même Aurélien qui est passé, qui était là pour jouer. C'est lui avec qui j'avais parlé 2 secondes. Toi, je t'ai vu passer à un moment où tu étais au Posette, si je me souviens bien, là où tu souffrais d'un coup de chaud. Ouais, c'est ça. Le plus chaud, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, de voir arriver 4e à la fin, c'était quand même un beau retournement. En tout cas, c'est que tu t'es bien remobilisé. Est-ce que tu te souviens comment tu l'as préparée, cette course? Sur quoi tu as mis l'accent cette fois-là? Là, j'ai mis l'accent tout à l'opposé de ce que j'avais fait pour l'Alsace UTMB, c'est-à-dire vraiment faire que des montées où tu marches, parce que les montées sont raides et elles sont longues. La plus longue montée, c'est la première qu'on prend. Donc on part de Chamonix, on monte au Brévent, elle fait 1500 ou 1600 mètres de positif. Donc c'est un parcours qui est très cassant, les descentes sont très techniques. Du côté suisse, vers le barrage des Mossons, là on a des descentes tout en cailloux où il faut savoir où poser les pieds. Et ouais, donc un parcours très exigeant. Là pour le coup, j'ai mis l'accent sur la randonnée active en montée et les descentes techniques. Tu avais trouvé que la transition entre le Alsace UTMB et le 90 du Mont Blanc avait été facile ou un peu trop courte, ou globalement ça s'était bien passé? Non, ça s'était bien passé. Durant la prépa pour Alsace UTMB, j'avais accumulé pas mal de volume d'entraînement. Donc après, il suffisait de bosser plus en spécifique sur des terrains vraiment montagneux pour faire la transition sur le 90 du Mont Blanc. Et du coup, dernière question pour cette course, qu'est-ce que tu en as retiré de ce 90 du Mont Blanc? J'en ai retiré que même au fond du saut, il faut continuer à y croire et aller jusqu'à la ligne d'arrivée, ça revient toujours. Ok, très bien. Je te propose de piocher le dernier papier qui est apparu mystérieusement dans la casquette. Le dernier papier. Tu vas nous en parler de celle-là. Ah ouais, mais on y est. Hein. Alors celle-là, ouais. C'est le Oka by UTMB, le logo de l'Oka by UTMB. UTMB Mont Blanc. Mont Blanc by Oka, ou je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça. UTMB qui arrivera cette année, ouais, ce sera la course majeure de ma saison sur laquelle je mise un peu toutes mes envies, c'est pas le bon mot, mais du moins c'est une course que j'ai envie de réussir cette année. Ouais. Comment tu l'appréhendes ce gros format? Parce que là, t'es déjà allé te frotter à des gens très forts sur le 90 du Mont Blanc. Tu sais que là... Au départ, ça va être peut-être 2 fois, 3 fois la même densité.
Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu réfléchis, auquel tu penses? Ouais, bah écoute, je pourrais pas te dire comment je vais réagir à l'avance parce que ce serait mentir. Mais l'UTMB, dans tous les cas, une course à Chamonix, on sait que tout est démultiplié. Sur un UTMB, j'y ai jamais mis les pieds, mais je sais d'avance que tout va être multiplié par 10. Au départ, à l'arrêt, même sans avoir couru, j'aurais une fréquence cardiaque à 160. Et pourtant, je serais à l'arrêt. Mais c'est pareil pour tout le monde. C'est une course qui est hyper dense. C'est une course qui fait rêver tout le monde. Tout le monde a envie de réussir. Tout le monde a envie de prouver qu'il est capable de faire une belle performance sur cette course parce que c'est la course qui fait rêver. C'est la course phare. Tout le monde a les mêmes envies. Malheureusement, on ne pourra pas tous réussir. Mais en tout cas, moi j'ai envie d'arriver. Le plus important, c'est d'arriver sur la ligne de départ en n'ayant aucun regret, en ayant pu m'entraîner comme j'ai envie de le faire, en ayant mis toutes les chances de mon côté. Et une fois que j'aurai réussi à faire ça, après le reste, ça appartient à la course du jour. Comment est-ce que tu la prépares en termes d'entraînement ou comment est-ce que tu découpes ta saison là jusqu'à l'UTMB? Est-ce que tu as déjà prévu des gros blocs d'entraînement qui vont structurer ta saison? Ouais, bah en ce moment, je suis dans un gros bloc d'entraînement. Là, l'hiver, je mets l'accent sur le ski de rando, du home trainer. Je cours très peu. Ça, c'est la première phase de la saison. Après, je ferai le marathon de Londres. Donc, ça, c'est fin avril pour reprendre un peu des bases de vitesse et réhabituer le corps à courir assez vite. Et je recommencerai vraiment dans les sentiers. Ce sera aux 60 km de la Maxi Race. Donc là, début de saison en trail, c'est fin mai. C'est ensuite 90 km du Mont Blanc fin juin qui clôturera un dernier gros bloc. Après un petit peu de récup, et jusqu'à l'UTMB, ce sera quelques gros blocs d'entraînement qui vont durer plusieurs semaines. Et après décharger progressivement jusque-là. Mais ouais, là, sur l'hiver, il y a des gros blocs de volume pour pouvoir aller développer des choses que j'ai jamais développées encore. Et je replacerai quelques blocs dans l'année, évidemment. Je te l'ai pas demandé tout à l'heure, mais c'est toi qui gères enfin, tu gères également ton affûtage, j'imagine, cette période-là T'arrives à la gérer, cette période de bouillonnement intérieur avant une compétition? C'est quelque chose qui est assez particulier. Après, je l'ai encore jamais vécu pour un 100 miles, mais je sais que pour des formats 100K et même 98 Mont Blanc, je décharge sur 2 semaines, progressivement. Parce que si tu décharges trop rapidement, le corps, il comprend pas trop ce qui se passe, disons, il s'endort, entre guillemets. Mais ouais, là, pour des formats 100 miles, c'est des périodes d'affûtage qui sont un peu plus longues. Faut laisser le temps au corps de récupérer. Comme tu as utilisé le mot bouillonner, c'est un peu ça, ouais, c'est vrai, t'as hâte d'être sur la course, d'être sur le départ, et de te dire, au final, tout ce que j'ai fait cette année, c'est pour là, c'est pour bientôt. Donc ouais, comment je vais les gérer, je sais pas. J'ai hâte d'y être, et de toute façon, dans tous les cas, je suis très bien entouré, j'ai plein de choses à faire autour, et j'ai de quoi m'occuper l'esprit. Et bon, on est à la fin de cet échange. On va quand même garder un petit moment pour les abonnés Patreon, qui sera disponible pour les personnes qui rejoignent le Patreon, mais je te propose qu'on conclue cette partie déjà, cette longue échange ici. J'avais 3 petites questions pour terminer qui vont vraiment te prendre 2 secondes à répondre. Est-ce que tu as un objectif à long terme, quelque chose qui te fait rêver dans le sport? Être un coureur complet. Ouais, ça c'est l'objectif sur le long terme, c'est vraiment être capable de courir un peu toutes les courses, tout type de format, et être capable d'être un peu passe-partout, dans le sens un coureur qui sait aller vite, un coureur qui a le pied montagne, et d'être un peu passe-partout. Comme tu as commencé un peu à le faire cette année entre un Templier et un 90 du Mont Blanc. Est-ce que tu as un conseil, un message que tu aimerais que les auditeurs retiennent de Théo Détienne? C'est une excellente question. Non, qu'est-ce que vous pouvez retenir de moi? Simplement un coureur qui court à l'envie, qui court au plaisir, au panache aussi, mais ça c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à beaucoup de personnes, surtout maintenant où on est vachement centré sur les datas, sur un peu toutes ces choses-là, qui au final nous éloignent un peu de l'essence du trail et de l'esprit trail qu'on connaît et qu'on décrit, chacun le décrit un peu à sa manière. Mais à mon sens, ce qu'on peut retenir, c'est un coureur qui court à l'envie. T'auras pas cité une seule fois pendant l'épisode ta maxime préférée, la vie est dure mais pas la nôtre, mais... Ouais, c'est vrai, je me suis abstenu. T'as réussi à te retenir, ok. Mais on peut le citer également, s'il y a un message à retenir, c'est la vie est dure mais pas la nôtre. Où est-ce qu'on peut suivre les aventures et projets sportifs de Théo Détienne? Mais vous pouvez suivre ça sur les réseaux, Instagram, Facebook, un peu moins. Non, surtout Insta, je partage vraiment tout, et il y a d'autres choses qui vont arriver prochainement, mais j'en parlerai sur Insta bientôt. Excellent, je mettrai les liens en description. Théo, merci beaucoup pour m'avoir reçu, merci pour cet échange très sincère, et à très bientôt. Yes, merci beaucoup, merci à tous. Voilà, c'est tout pour cet échange avec Théo Détienne de la team New Balance et également accompagné aujourd'hui par Oversteams et Iron. Je remercie For Endurance, mon partenaire nutrition qui soutient la saison 2 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité pour l'effort que j'utilise personnellement et dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la science. Avec Théo, on a parlé de gel en compétition qui semble être son type d'apport favori.
À moi aussi. Donc je vous invite à aller en découvrir un que j'apprécie particulièrement, le Energy Unit Gel de Endurance Cerise Café, au ratio glucose-fructose de 1,08 et avec 130 mg de caféine. Moi je le trouve parfait pour les entraînements et les compétitions, et vous pouvez le retrouver avec le lien qui est en description de cet épisode. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 2 qui n'existeraient pas sans eux, Gollum, Suunto et Wise. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir les autres formats du podcast comme les Scientific Day qui vous aident à progresser en trail grâce à la science ou encore les tests matériels. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.